La première fois où je me suis fait avoir, on devait monter avant Sync, c'était une marque qui s'appelait Biologique. Du coup, je m'étais entre guillemets associé avec un mec qui voulait mettre un peu d'argent et qui croyait en le projet. Et il me l'a piqué en fait. Il a monté sa marque en parallèle, dont on est devenu concurrent. Non, c'est pas vrai. 2 ans après, il devait s'occuper de créer la boîte, de s'occuper de toute la partie du coup admin, toute la partie tu vois finance et autres. Et à un moment donné, il m'a mis une paille. Donc première paille que tu te prends, tu te dis ok d'accord, c'est ça le business en fait. Tu vois, je me suis dit ok très bien, il va m'aider en fait. Il va m'aider dans ce que je vais faire par la suite. Tu te dis genre j'avance quand même. Ouais, puis tu sais à l'époque je pense que j'avais rien à perdre. J'avais déjà pas mal de dettes. J'étais fiché bancaire, tu vois, c'était compliqué. Et au moment où il me pose une paille, tu repars de zéro. Donc t'as plus de labo, t'as plus d'athlète, t'as plus de produits. La marque que tu voulais déposer, bah elle est déjà déposée. Et là tu te dis quoi? Tu te dis non, ça va pas se passer comme ça, je repars sur le projet. J'ai appelé un conseil qui m'a dit de toute façon on pourra rien faire. Du Donc coup, on va faire avec et puis on a créé une marque. Par contre ce qui est intéressant, tu vois, c'est que le retour du bâton, c'est que 2 ans après, notre marque a mangé la sienne. Parce que notre produit était fait avec amour entre guillemets, tu vois. On s'est d'abord concentré sur le client plutôt que sur le marketing. Et donc en fait on a grappillé sa marque. Et maintenant je pense qu'on fait peut-être 4-5 fois ce que lui faisait. ça Kev? Ça va et toi? Yes, la forme. On est bien là. Ouais, C'est beau cadre. super. Déjà mec, je suis trop content de t'avoir ici, ça fait grave plaisir que t'aies accepté. Bah J'ai merci. dû te convaincre quand même, au début t'étais un peu hésitant. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai que le podcast, tu vois, moi je l'ai appelé Secret de réussite. Et c'est vrai que toi, en fait, à chaque fois, mec, depuis qu'on se connaît, ça doit faire 3-4 ans, même peut-être un peu plus, à chaque fois t'as des galères. C'est un truc de fou. C'est vrai. À chaque fois qu'on se voit, tu me dis, mec, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Et pourtant, bah, t'arrives quand même à faire des super beaux chiffres, à avoir une belle croissance. Et du coup, j'ai pas mal de sujets à aborder avec toi, mais déjà, est-ce que tu peux peut-être te représenter rapidement pour les personnes qui nous écoutent? Ouais, bien sûr. Bah, Kevin, 34 ans, je suis cofondateur de Sync Protein. Je fais des bars et des boissons véganes, bio et gourmandes pour les sportifs. Principalement en e-commerce et ça fait maintenant 4 ans qu'on a lancé. 4 ans, ouais. Nous, on s'est rencontrés, tu lançais. T'étais au Ouais. tout début, je me rappelle. Hein. C'était au Même village, pas, je te rappelle. même pas lancé encore. Ah, c'était pas lancé encore? Non, non. Parce qu'en réalité, en fait, moi j'ai eu l'idée un petit peu à l'époque, vers 2016-2017, le temps de rechercher un peu les produits, tu vois, de trouver un peu. Voilà, on a commencé réellement à lancer, moi je dis 2020. 2020, Parce que- 2023, ouais, donc ça fait. Ouais, c'est même pas 4 ans de production en fait. C'est. Ouais, le Ouais, projet il a ouais, 4 ouais, ans, ouais. mais t'as commencé à vendre il y a 3 ans, 3 ans et demi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, on s'est rencontrés donc il y a un bon moment, et c'est vrai que bah, toi, t'as toujours cru à 100% à ton produit. Mais est-ce que quand t'as lancé ta boîte, t'allais être conscient de toutes les galères qui allaient t'arriver du coup sur ton parcours ou pas? Non mais never, never parce qu'en plus moi je suis un créatif. Au départ je suis graphiste, j'ai fait des études dans l'art, donc pas du tout dans le commerce, pas du tout dans le Rien business. à voir, ouais. J'y connaissais rien. En fait, même la notion de TVA, tu vois, je ne savais même pas à combien elle était la TVA sur le produit qu'on allait sortir. Ok. Je ne savais même pas je ne savais comment rien fonctionnait. Et du coup non, pas du tout. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Comment ça s'est fait? Comment t'as eu l'idée du coup de lancer ton projet, la Sync? Comment c'est venu? Comment tu t'es dit je vais y aller? Je pense que ça a été par dépit à un moment donné de ma vie, où je me cherchais vachement. J'avais perdu mon job, foiré mon mariage à l'époque, parce que je devais me marier, mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai eu 2 ans d'introspection personnelle. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais réellement, en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Et aussi vouloir m'extraire d'une situation financière qui n'était pas ouf. Et voilà, et j'avais des rêves et tout. Donc, comment j'ai fait? Je me suis concentré sur un produit. Je me suis dit, en fait, c'est un produit que je consomme depuis que j'ai 18-19 ans. C'était un besoin que t'avais C'est un toi-même du besoin. coup? Je connais du coup ce besoin. C'est une passion pour moi. Donc, je vais m'en servir pour monter un business. Mais j'avais aucune notion de ce que ça allait être. Ouais, c'était le flou, mais donc tu dis c'était un besoin, tu étais consommateur de protéines, protéines végétales. Parce que toi, quand même, ta vraie touche que tu as apportée avec Sync, c'est ce côté protéines végétales, et on le voit pas non plus beaucoup. Alors moi, je suis Ouais. pas expert, mais c'est vrai, je consomme aussi de la protéine. La protéine végétale, c'est quand même niché. Pourquoi t'es arrivé sur le végétal du coup? En fait, c'est très simple. Je consommais de la protéine du coup animale, donc laitière, ce qu'on appelle la whey. Je la digérais très mal. Je suis intolérant au lactose, comme pas mal de gens. Et du coup, en me baladant un peu dans les boutiques, à l'époque, je me disais, mais c'est bizarre quand même, parce que la protéine végane, la protéine végétale, ils l'appellent protéine végane, et c'est toujours en bas des placards. C'est pas Donc vendu. il y en avait quand même, ça Il y en avait existait alors. quelques-unes. Les industriels se sont dit, OK, on va en faire quand même, mais pour les véganes. Et moi, l'idée, c'était de me dire, mais en fait, non. Ouais, de se dire en fait, en gros, on sort ce produit pour les gens qui Ça sont n'a pas de intolérants. sens. Ça n'a pas de sens de le laisser que pour les véganes. Est-ce que c'est moins efficace du coup quand même? C'est pas moins efficace parce qu'en fait, c'est une question de profil d'acide aminé. Donc, en gros, typiquement, dans la viande, dans le lait, dans les œufs, tu as un profil d'acide aminé qui est complet dans la protéine animale. Dans la protéine végétale, tu dois combiner différentes sources
pour atteindre ce profil d'acide aminé. Donc ce niveau de performance, si je vulgarise, en gros, c'est... Tout à fait, c'est ça. Et en fait, je trouvais pas normal de dire la protéine végétale, on la garde pour les véganes. Ça n'avait pas de sens, parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui digèrent mal la protéine de lait, moi le premier. En termes d'émissions de carbone, en termes de consommation d'eau, c'est délirant de faire de la protéine de lait. Donc sur le côté écologique aussi, il y a un Bien impact. sûr, c'est quasiment 80 fois plus... 80 bien fois. sûr, ouais. Ah, d'accord. C'est incroyable. Et tu vois, pour moi, il y avait un truc qui n'était pas logique, c'était tu nourris des animaux avec du végétal, avec des légumineuses, avec de l'herbe et autres. Tu utilises le Ça, lait. ils sont nourris, c'est vrai, sur du... Bien sûr, tu prends le lait qui est vendu, tu prends le déchet du lait et t'en fais de la protéine de whey. Mais ça n'avait pas de sens en fait. Prends directement les légumineuses, prends directement le soja, le riz brun, tu vois, la courge, la lentille, et tu l'extrais et t'en fais de la protéine. Ça fait beaucoup plus de sens. Ouais, mais il y a quand même une recette, un savoir-faire. C'est pas juste, du coup, j'imagine, d'aller prendre de la protéine végétale et de la mettre en poudre. Tu sais, il y a quand même une sorte de combinaison, ou alors tu Bien mixes sûr. différentes choses. Ouais, alors en fait, toutes les marques faisaient à peu près pareil. C'était beaucoup la protéine de soja au départ. Maintenant, c'est beaucoup plus la protéine en combinaison. À la fois pour le goût et à la fois pour avoir un profil complet d'acide aminé. Nous, le vrai truc qu'il y avait, c'était on voulait en fait avoir le goût. Parce que c'était impensable de vendre un produit qu'on ne consommerait pas nous au quotidien. Et si en plus on s'en lasse, c'est pas possible. Et comme c'est un produit que tu consommes au quotidien, que tu bois, que tu manges parce que tu peux le cuisiner aussi, c'était impensable de ne pas en faire un bon produit. Bah, alors, tu dis que c'était impensable. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai toujours été un peu impressionné parce que toi, depuis le début, tu dis le goût. C'est vrai, tu parles vraiment tout le temps de ça. Tu dis que c'est impensable, mais pas totalement, parce qu'au final, quand tu regardes, il y a plein de produits qu'on consomme tous les jours qui sont pas bons, et même la protéine. Moi, je suis le premier du coup à consommer aussi de la protéine. Enfin, moi, c'est du gainer, c'est pas exactement Ouais, pareil. bien sûr. Et je pourrais être honnête, c'est pas agréable quand je prends du gainer. Je le prends parce que je sais que ça a un effet, mais j'apprécie pas forcément. Pourquoi tu t'es dit le goût c'est important à ce point-là? Parce qu'on prend quand même ça du coup pour avoir un résultat sur le corps. Tu dis pour moi c'est inimaginable, mais pourquoi au final? Parce que c'est juste un gainer. Si c'est pas extrêmement bon, est-ce que ça change vraiment au final? Ça dépend des profils des gens. Tu as des gens, tu sais, qui vont le prendre pour la perf et qui s'en foutent en fait. Comme tu as des gens qui vont manger des repas qui sont basiques, qui sont les mêmes toute l'année, et c'est pas gênant parce qu'ils mangent pour se nourrir. En France, et on fait attention à ce qu'on mange, on aime bien manger, on aime bien la bonne nourriture. À l'étranger, c'est un peu différent. Et en fait, c'est surtout que dans cet univers de la protéine en poudre, tu as très peu comment je dirais, les gens changent beaucoup de marques parce qu'ils aiment bien tester, ils aiment bien changer de trucs. Et en fait, si c'est pas très bon, ils vont changer en fait. Nous, on voulait apporter de la valeur de produit parce que c'est bio, parce que c'est extrait à froid, parce que tu vois, on fait macérer en fait les légumineuses avec des vraies gousses de vanille et ainsi de suite. Donc il y a un vrai travail derrière. Il y a la qualité, le bio, c'est plant-based. Et le goût est très bon. Et le goût a fait une véritable différence sur la récurrence et sur la ça a eu un conversion, impact, parce que c'est ton unfair advantage. Tu te différencies par le goût, en fait. Tu vois, c'est facile d'avoir un produit clean, entre guillemets. Par contre, c'est très compliqué d'avoir un produit très bon. Et un produit très bon se rachète. Et en fait, Tu penses que c'est ça qui motive le rachat? Bien C'est ça, sûr. comment tu... Parce que j'ai l'impression que tu l'as mesuré, tu as réussi à le mesurer, ça? Comment Ouais. tu fais pour savoir que la raison qui fait que la personne elle rachète? on a du Est-ce que c'est pas le prix? Est-ce que c'est pas le packaging? Comment on tu a sais? du post-surveille. On a du post-surveille, du coup, directement au checkout. C'est une enquête, hein, pour ceux qui connaissent Ouais. pas ça, c'est une enquête en gros. Dès que tu as acheté, tu poses la question en fait de dire qu'est-ce qui a motivé Alors, l'achat. on l'a carrément, nous, intégré sur la page du checkout. Tu appuies sur le bouton payer, tu as directement 3 questions. Et c'est qu'on quoi ça? varie et qu'on C'est quoi change. donc c'est en gros qu'est-ce qui Qu'est-ce qui a motivé, en fait? Et toujours, ce qui revient, c'est la qualité du produit, évidemment. Le goût. Le goût, il est en 3e position, quasiment à égalité avec le bio. Ah ouais, ça. Tu vois? Et après, on le ressent, nous, vachement sur Instagram. On le ressent vachement sur les témoignages clients, tu vois. On a plus de 6 000 avis clients, plus de 35 000 Commentaires clients. aussi, j'imagine. Ouais, bien sûr. Le retour. Ouais. Et après, tu le ressens sur les coûts d'acquisition. Les coûts d'acquisition sont plutôt faibles parce que du coup, il y a une forme de confiance quand quelqu'un te dit, mais en fait, prends Sync. Le goût, et tu verras, le goût, il est trop bon. Ouais, parce que tu joues beaucoup sur le social proof, etc. Bon, après, Ouais. l'acquisition, on va en reparler parce que je vais te tailler un peu sur. C'est très Ouais. bien mon avis là-dessus. Juste donc... titre. Bah après, moi, il y a un truc, je pose la question parce que tu dis, ouais, je connaissais rien quand je me suis lancé et tout, et du coup, tu dis, c'est parti de entre guillemets, de mon expérience, mais en fait, là, tu as quand même un niveau de conscience quand t'expliques, tu dis, bah ouais, le goût, ça me paraissait logique. Je sais que sur le packaging, tu as fait un travail de fou aussi, sur ton brand, etc. Bon, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que tu dis, en fait, je me suis lancé, je connaissais pas tout ça, mais quand on t'écoute, tu dis, mais ça me paraissait logique, donc tu avais quand même une connaissance.
quand tu lances un produit, t'as pas forcément conscience de ça, que le goût c'est important, que le packaging. Parce que quand même, moi quand je regarde un peu ton parcours, on peut pas dire que tu as fait un sans faute parce que tu as fait des erreurs et il y a plein de choses de galères que tu as rencontrées. Mais quand même, sur le produit Sync, depuis que je te connais, tu m'as toujours parlé du goût, tu m'as toujours parlé du packaging, tu as toujours travaillé ton brand, tu as toujours du coup varié tes produits. Donc en fait, comment t'es arrivé à ça? Parce que on a l'impression que c'est naturel, mais est-ce que tu as fait des recherches, est-ce que tu t'es formé, ou est-ce que quand tu as commencé, tu n'avais pas conscience de tout ça et c'est au fur et à mesure que tu as ajusté ton produit? Comment t'en arrives à du coup toute cette connaissance de dire bah oui, le goût c'est normal, le packaging c'est normal? C'est pas tellement normal quand on se lance, on doit penser à tellement de choses. Je pense que je me suis concentré uniquement sur ça au départ. Donc c'est quoi le Pas goût? sur le corps du business, sur le produit, parce que je suis consommateur au départ. Et je pense que j'ai fait par passion, tu vois, mais du fitness et autres, et par l'envie de créer. Mais je pense que c'est plus ça. Je pense Donc que quand tu as j'étais créé ton conso. produit, tu t'es dit il faut impérativement que ce soit bon. Ouais, Ça c'était direct. Dès Ça, le départ, c'était pas avec les datas que tu t'es dit ah oui, il faut que je travaille le goût. Alors j'ai benchmark. J'ai benchmark les marques concurrentes en essayant de trouver comment on pouvait percer. Mais j'ai pas fait d'analyse de marché pour savoir s'il y avait un marché potentiel en France. C'est pour ça qu'en fait, quand on a lancé un premier test de monoproduit un peu marketé performance, et pas du tout ce qu'on fait maintenant, on a testé un peu sur 2019. Sur un axe en gros de dire vraiment ça va vous amener du résultat. Ouais, etc. le marché n'était pas là. Le marché n'était pas là. Donc en fait, non, je me suis construit sur le produit et sur la concurrence parce que c'est un truc qui m'animait, qui me faisait kiffer, tu vois, au détriment de la vraie structure business. Parce que on a dépensé quand même pas mal d'argent au départ. On s'est autofinancé. On a eu un petit peu d'aide, tu vois, de dette bancaire et quelques BA, notamment Alexandre Génie que tu connais. Ouais. Mais on n'a pas levé de fonds, en fait. Et donc, on a dépensé quand même pas mal de nos fonds pour retravailler le produit, pour essayer de marketer un peu une brand, tu vois. Et on n'a pas fait... on n'a pas monté Sync comme on le remonterait maintenant. Tu vois, Tu ferais différemment là? Je ferais différemment. Tu ferais quoi? Plus market au début? Ouais. Bah, c'est vrai que moi, pour être sur différents marchés, etc., quand je vais créer une boîte, je vais être vachement market de base, tu vois. Ouais. Je vais vraiment me dire comment je market le truc, quel est le besoin client. Et des fois, du coup, je vais vraiment, enfin, quasiment tout le temps, je vais driver le produit en fonction du market. Et c'est pour ça que du coup, on n'a pas forcément la même stratégie sur la partie publicitaire où moi, je vais investir énormément au début et puis regarder du coup mes retours sur investissement et ajuster. Toi, tu as fait que du product pendant 3 ans quasiment, en fait. Ouais. C'est que maintenant, en fait, que tu commences à parler, en gros, de revoir ton marketing, d'investir de l'argent. Ouais, c'est ça. On a fait principalement de l'acquisition organique, beaucoup de repeat. Donc évidemment, quand tu fais beaucoup de repeat, ton chiffre monte plus vite que des concurrents qui en font moins. Mais ouais, non, l'approche était complètement différente. Je referais différemment, tu vois. Après, le truc, c'est que est-ce que si j'avais fait différemment, on en serait là? C'est une vraie question. Pas forcément, du coup. Voilà. C'est clair. Est-ce que tu as quelques chiffres pour toi impactants qui montrent la réussite de Sync aujourd'hui? Parce que je sais que toi, tu es vachement chiffre, vachement data. Je trouve que c'est ta grande force. Ouais. Tu connais tous tes indicateurs par cœur. Je sais que tu en suis 15, 20, 25 même. Des fois, tu m'envoies, je sais, des messages. Tu me dis, voilà mes chiffres. Et tu me mets toutes tes data. D'ailleurs, ça, c'est un point fort, je trouve que tu as. C'est que tu es vachement transparent. On en parlera après. Mais c'est quoi pour toi les chiffres clés de Sync aujourd'hui? Les chiffres clés de Sync, ça va être le taux de réachat. Pour moi, c'est un Ça, point c'est qui le est chiffre super important. 1 pour toi. Je dirais ouais, parce que tu as beaucoup de gens qui vont te parler du panier haute, mais tu peux avoir des gros paniers. Si les gens ne rachètent pas, ta LTV, tu vois, et ton coût d'acquisition par rapport à LTV, c'est pas ouf non plus. Est-ce qu'on peut dire que le taux de rachat, c'est vraiment l'indicateur qui reflète le mieux la qualité du produit? Tu étais OK avec cette. Pour moi, c'est évident, bien sûr. Bien sûr. Parce que par exemple, en effet, j'ai un panier haut. Finalement, ça veut dire peut-être que c'est mon effort marketing qui est bon en fait, Ouais. plus que mon produit. Bien sûr. Moi, j'arrive sur la boutique, c'est la valeur perçue plus que de la valeur Ça peut être réelle du Ouais. produit. Tu vois, le réachat, c'est alors énormément les avis clients. C'est un truc qu'on regarde. On essaye de répondre à quasiment tous les avis clients. Même qu'on va positif, avoir. du coup. Ouais. Donc moi, demain, je laisse un 5 étoiles, je dis merci pour le produit, tu as quelqu'un qui va répondre. Alors, on essaye au maximum sur les avis clients. On le fait vachement sur Instagram. On a Clem sur la partie CM qui est géniale, qui est hyper connecté avec les clients. Mais je dirais principalement le réachat. Le panier moyen, évidemment, mais à la limite, lui, il donne la santé du business par rapport à ton coût d'acquisition. Mais je le mettrai en position après derrière. Je mettrai évidemment tes coûts d'acquisition, mais plus sur une partie CAC blended, donc tout confondu. Parce que nous, on fait beaucoup d'influence marketing et on a quasiment les mêmes niveaux de dépenses en influence marketing que sur Facebook et Google. Ouais. Parce que c'est un canal qui marche bien chez nous. Donc ça, je les surveille. Taux de conversion. On a un taux de conversion qui est à plus de 5%. Et ce qui est intéressant, c'est que on multiplie en général par 1,5 le nombre de visites chaque année.
Et au final, tu vois, tu n'as pas de baisse de coût de taux de conversion. C'est ce que je regardais encore hier. Malgré le nombre de En gros, nouvelles tu visites, augmentes le volume, mais par contre, il y a tu augmentes taux le de volume, mais conversion, ton taux de conversion, il il flatte. tient la hausse, quoi, en fait. Ouais, et même des fois, tu grattes un peu, tu vois, 3-4% en plus, 5-6. C'est ça, parce que moi, c'est vrai, moi, le taux de conversion, je fais vachement gaffe, parce que souvent, tu vois des entrepreneurs en e-commerce qui vont dire, moi, j'ai tel taux de conversion, mais déjà, c'est sur combien de visites? Parce que c'est sûr que si tu as que des visites organiques de personnes qui tapent le nom de ton produit qui arrivent sur ton site, c'est pas pareil que quand tu scales avec de la pub. Bien sûr. Donc ça c'est clair. Et surtout c'est qu'un indicateur en fait sur cette partie-là. Toi quand t'expliques tes chiffres, on a presque l'impression que en fait le chiffre d'affaires c'est ni plus ni moins que le résultat d'une équation en fait. T'es ok avec ça? Toi tu le vois comme ça? Pour moi c'est évident. Un indicateur qui pour moi est super important, c'est ta répartition entre ton nombre de nouveaux clients et de clients récurrents sur le mois en fait. Ouais. Parce que une marque qui renouvelle pas sa clientèle, c'est une marque qui va pas scaler. Donc c'est une marque qui potentiellement va mourir par la suite. Donc nous, tu vois, en général, on a 40% de nos ventes qui sont qui viennent de clients récurrents et 60% de nos ventes qui viennent de nouveaux clients. Donc tu vois, c'est un ratio qu'on essaie vraiment de garder. Néanmoins, par contre, les 40% de clients récurrents vont générer 75% de notre chiffre d'affaires. C'est ça qui est incroyable avec ton business. Ouais. Moi, j'ai toujours dit le repeat, moi, ça m'a toujours choqué sur ton business, 75%. C'est énorme. Est-ce que tu arrives à sortir la LTV aujourd'hui? C'est-à-dire qu'une personne qui va découvrir Sync, qui va acheter du coup peut-être un paquet de protéines, tu sais que tu as des packs découvertes aussi, parce que du coup, moi, ce que j'adore, c'est que tu as aussi pensé même ton e-com LTV, puisque maintenant tu parles de packs de découverte. Et ça, je trouve ça super fort en marketing, parce que c'est-à-dire que tu sous-entends déjà, quand la personne elle achète, que en gros c'est une découverte et donc tu sous-entends aussi que potentiellement il y a une suite après et en plus c'est sur un produit qui se renouvelle donc c'est top. Mais t'arrives à savoir la LTV aujourd'hui? Tu t'arrives à la sortir? Ouais. C'est combien? On a une LTV à peu près à 150 €. Sur un panier moyen Sur un panier moyen à 70. Ouais, donc en moyenne deux achats. En moyenne en plus. Ouais. T'as des gens ils achètent 5, 6 fois, 10 fois. Ouais. C'est variable parce que jusqu'à maintenant on avait un petit problème, c'est que on a beaucoup de demandes en B2B. Donc ça peut être des salles de sport un peu premium sur Paris, ça peut être des box de CrossFit, beaucoup de restaurants maintenant, beaucoup de restaurants un peu brunch, un peu luxe, sympa, qui veulent nos produits pour en faire des smoothies, pour en faire des pancakes. Et en fait, on a maintenant 60, 80 revendeurs qui passent par Shopify. Et jusque-là, c'était compliqué parce que tu vendais en D2C et tu vendais en B2B sur ton même Shopify. Donc il y avait un très gros travail d'analyse et de split. T'as réussi à le faire ça en data? Ouais. C'était quoi? C'est via du lien traqué ou... Ouais, on est passé par produit, beaucoup de tags à l'intérieur de Shopify. Polar Analytics, qui est un outil formidable pour aller chercher des informations. Son concurrent, c'est l'américain que tu utilises, là, comment il s'appelle? Aeros. Alors non, toi c'est Aeros. Il y en avait un deuxième. Sur de l'analyse de data? Ouais, on en parlait aussi, où il y a beaucoup d'e-com dessus. J'ai plus le nom en tête. Ouais, j'ai pas le nom. T'as plein d'outils. Après... comment t'es arrivé du coup à cette conscience que la data était primordiale? Est-ce que tu l'avais au début, cette logique? Non. Parce que là, tu parles de chiffres, c'est vrai que... Enfin, moi, à chaque fois que tu me parles de ton business, tu me parles de chiffres tout le temps. Analyse, tac, data. On peut dire que t'es 100% data-driven. Toi, toutes les décisions que tu prends aujourd'hui, elles sont basées sur la data quasiment. Ouais. Comment on est arrivé à ce constat? Il y a quelques décisions qui sont basées sur l'intuition. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, typiquement, tu vois, on fait un petit coup de business angel juste avant le Covid. Au moment du Covid, on se dit, très bien, on est sur des pots qui sont blancs, qui sont assez aseptisés et tout. Et je me dis, c'est maintenant qu'il faut changer le branding. Et tu sais, c'est de l'intuition, ça? Ouais. C'est un retour client, c'est quoi? C'est même pas un retour client. Ça marchait, ça commençait à scaler un peu, tu vois. Mais je me suis dit, il faut qu'on donne un truc à la marque. Il faut vraiment qu'elle soit différenciante. Et du coup, on a pris, c'était un peu de budget quand même, parce qu'on a bossé avec une agence à Paris que j'adore. Lucas notamment, c'est Big Cheese. Et on a fait un travail. Ça a été un gros risque parce qu'on est passé de pots blancs du coup qui sont assez standards dans le milieu. Je me rappelle quand tu as fait le switch. En fait, ça n'a rien à des sachets à voir. Qui sont colorés et qui n'ont aucune, qui ne reprennent rien en fait des codes en fait de l'industrie sportive. Alors ce switch là, tu l'as fait en plusieurs temps ou t'as fait un coup de poker? Non, on est allé direct. 100% des produits ont été modifiés sur le site, c'est-à-dire qu'un matin tu t'es connecté, vous avez changé toutes les images. On a changé le site, toutes les images, tout l'univers. Et là, tu commences à avoir des clients qui te disent « je reconnais pas Sync ». Et donc, tu as 2-3 semaines comme ça où tu dis « mais merde, en fait, l'océan ne bouge pas. C'est un peu d'argent quand même, tu vois, c'est du risque. » Un peu. Ouais, bien sûr. Tu as des investisseurs distributeurs qui te disent « mais en fait, il se passe quoi? C'est quoi les sachets ?» Et en fait, au bout de peut-être 45 jours, début de forte croissance.
On a switché, on est Et donc, passé quand t'as changé, pendant 45 jours, t'étais en zone de flou, en fait, t'étais pas sûr que zone ça. de flou complète. Et à aucun moment, tu t'es dit, je vais revenir. Non, à un moment donné, je me suis dit, merde, ça se trouve, j'ai fait une connerie. Tu vois? Bah oui, forcément. Ça se trouve, j'ai fait une Bah, connerie. t'as une grosse merde, même, tu vois. Au pire des cas, bon, c'est une connerie très bien. Bon, c'est cool parce que j'ai kiffé, tu vas le faire. Parce que c'était génial. Et parce que ça ressemble, Sync à ce moment-là ressemblait à la marque que je voulais. C'est là où je trouve que des fois, tu as des comportements qui peuvent être un peu contradictoires parce qu'en fait, tu es full data-driven, Ouais. mais tu es capable de faire un 180 degrés, comme ça, entre guillemets, presque du jour au lendemain, où tu as une intuition. Quand est-ce qu'on doit écouter son intuition? Quand est-ce qu'on doit écouter les chiffres pour toi? Parce que, tu vois, c'est contradictoire un peu. D'un côté, toi, tu es là à analyser les stats en permanence, dire bah ça marche, j'optimise, etc. Et d'un côté, tu vas te lever, tu te dis ça, je le sens pas, je change tout. Non, mais c'est vrai, c'est un peu bizarre, tu vois. Ça peut... Il y a parce que je pense que quand ta marque, au départ, elle est qu'en e-com, le packaging, il est important pour la décision de l'achat. Mais quand tu as déjà des bons avis clients et que tu sais que ton produit est très bon, ça se vendra quand même. C'est pas comme si j'avais une marque, tu vois, qui était full retail, en distribution, tu vois, classique, et qu'au final, bah, est-ce que le client va l'acheter dans un magasin, tu vois? Bah, c'est sûr qu'en magasin classique, t'as pas le social proof déjà. Non. T'as pas le social proof. Donc le packaging, on peut dire qu'il a une importance plus importante, tu penses, en magasin physique, par exemple, qu'en e-com. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui, c'est évident. C'est évident. Après, non, mais disons que je pense que toutes les décisions qui doivent être prises sur un changement de prix, sur une politique d'expédition, tu vois, des choses comme ça, ou une modification du site, tu vois, en termes d'UX et autres, il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de choses à avoir. Donc, data first, évidemment. Sur des trucs un peu comme ça, tu vois, de créa et de comment tu sens le marché, comment tu sens qu'il va tourner, tu vois. Et en fait, ça a été bien joué, au final, parce que sans le savoir, on a pris ce parti pris de changement juste avant le Covid. Pendant le Covid, les gens, c'est là où l'industrie sportive est passée de c'est réservé aux bodybuilders à en fait c'est pour tout le monde. Ouais, et même dans les images que tu utilises, dans les avatars, dans les figurants, les égéries, etc. aussi que tu utilises, c'est des gens qui sont beaucoup plus, d'ailleurs féminins pas mal, je sais, sûr. Des gens qui sont du coup aussi sur la perte de poids beaucoup plus accessible. À complètement en fait shifter notre ratio d'hommes-femmes. Ouais, donc c'est même pas que le packaging que tu as changé, c'est ta marque, elle a changé d'avatar, elle a changé de positionnement, elle a changé de vision, même d'argument. En fait. La marque a trouvé son product market fit. Ouais, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, tu regrettes pas du tout ce choix qui a été fait. Non, best choix ever. On s'est démarqué, l'audience est venue plus facilement, on a scalé fort sans dépenser plus de marketing. Comment tu aurais réagi, tu penses, si du coup ça n'avait pas fonctionné ce changement de packaging? Je sais pas, au bout de 3 mois, tu vois que tu as fait ce choix-là, les chiffres ils sont en baisse, tes clients disent. On aurait adapté. Tu aurais fait un retour arrière ou tu aurais. T'aurais été en capacité de réagir quand même ou ouais, on aurait pu, bien sûr. Oui, donc en fait, c'était pas non plus si risqué que ça. C'était un coup de pari. C'était un peu d'argent par rapport à ce que nous, on avait à l'époque. Tu vois? C'est-à-dire que quand on te dit, bah, tiens, demain, je te file, je sais pas, 50 000 balles, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, bah, en fait, moi, ok, je vais mettre du coup 40 dans l'acquisition, tu vois, ou 30 dans l'acquisition et 20 dans le stock. Bah, en fait, nous, les 50, on les a mis dans la brande. Bah, c'est ça. Et c'est là où tu te différencies. Bah, en fait, ça amène complètement la question d'après. Et du coup, bah, ouais, j'aimerais que tu sois honnête sur cette réponse. On n'a pas la même vision, mais c'est trop intéressant. Franchement, tu as des chiffres, pour les connaître, tes chiffres qui pourraient faire vraiment rêver n'importe quel e-commerçant. Tu vois. Des taux de repeat comme tu as, des taux de conversion. Enfin, si on regarde vraiment toute la chaîne de transformation, je dirais tous tes indicateurs de l'acquisition à la conversion, au repeat et même du coup à la valorisation de ta boîte, ils sont au vert, plus que la moyenne de l'e-com, et je sais que tu le sais. Et n'importe quel entrepreneur à ta place, pas n'importe quel, mais en tout cas la grande majorité, se dirait, mais attends, là j'ai entre guillemets la poule aux œufs d'or, je vais investir beaucoup d'argent d'acquisition et scaler vraiment cette acquisition du coup pour faire exploser la brand. Et moi je sens, parce que je te connais depuis un moment, que ça fait, moi tu sais que c'est ma partie, c'est mon savoir-faire, j'arrête pas de te piquer un peu avec ça depuis qu'on se connaît depuis 4 ans, même t'avais pas lancé ta marque, je te disais déjà mec faut investir en acquisition, etc. Et t'as toujours quand même eu un frein. Et tu as toujours eu des bonnes raisons. Tu me dis, c'est le stock, mais là, on n'est pas prêt, mais maintenant, c'est pas le bon moment, etc. Pourquoi tu as ce frein sur l'acquisition? Est-ce qu'il y a des raisons derrière? Est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que tu te dis, tu préfères encore une fois investir encore plus dans ton produit, etc. Qu'est-ce qui te bloque à investir de l'argent en social là? Surtout que maintenant, tu pourrais en plus lever des fonds, lever des fonds, levier bancaire, credit line sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'empêche d'investir? Là, on est en pleine levée de fonds. Mais justement, c'est un vrai sujet. Je me suis beaucoup posé la question. Tu t'es posé toi-même la question. Tu t'es dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème. Bien sûr, je me suis dit, comment ça se fait, en fait, tu vois. Et alors, il y a la rupture de stock, évidemment. À un moment donné, du coup, on avait des problèmes de BFR pour pouvoir, du coup, produire suffisamment parce qu'on avait sorti trop de flavors. Et comme on a eu monoproduit, le fait de sortir plein de flavors
on était contents parce que ça contentait les clients. Sauf qu'en fait, on fait un peu machine arrière en se disant, OK, on va se concentrer sur les 5 flavors, les 5 best flavors, refaire un peu le pack Discovery sur ces 5 flavors-là et aller chercher beaucoup de nouveaux clients. En fait, je me suis davantage concentré, si tu veux, avec l'équipe sur la partie rétention, sur la partie vraiment que le client soit content, que le client ne parte pas, en fait, que l'acquisition, on l'a laissé un peu de côté. C'est pas... Et je me suis dit, est-ce que ça vient de moi, tu vois, ou est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est de la peur de dépenser, tu vois, de la masse en Je t'ai posé la acquisition? question sur l'état d'esprit. Est-ce que, genre, ouais, c'est ce Ouais. fait de dire je sors de l'argent peut-être avant d'en rentrer Je pense pas que ce soit ça vraiment le souci, mais je pense que c'est... Donc, il y a la production. Ensuite, il y a eu aussi des problèmes de flavor. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des productions, vu que nos produits sont naturels, bah, quand tes rouges de vanille, en fonction d'où elles viennent, elles n'ont pas forcément le même goût. Tes légumineuses non plus. Donc, tu avais des variations. Et en fait, quand on avait des variations comme ça, on avait très peur en fait, de faire de la grosse Si acquisition. je scale et que c'est pas Ouais. parfait, On voulait je un peux produit je stable. peux casser de la social proof, je peux On casser la voulait marque. Ouais, on voulait un produit stable. Ensuite, c'était de me dire, OK, il y a un début de traction très sympathique sur l'influence marketing. On va essayer de pousser dessus, avoir les bonnes données, les bonnes datas, tu vois. Ensuite, on a sorti des bars en 2022, enfin en 2021, mais du coup, qui se sont arrêtés en 2022, qui était un produit qu'on voyait plus retail, qui marchait très bien. On avait des bonnes demandes. Retail, on avait peut-être 90 000 bars vendus sur 90 000. quelques mois. Ouais. Ah ouais. Ça prenait quasiment 30% du chiffre d'affaires. Problème de production dessus, ça tenait pas la chaleur. Du coup, on a perdu 80 000 euros de stock sur l'année. De perte. Ouais. Parce De que perte. tes barres, elles ont fondu. Tu peux Bah, pas tes bars sont morts. En fait, ça a accéléré la durée de vie. Enfin, ça a baissé du coup la durée de vie des bars. On arrivait sur l'été et en fait, elles étaient plus comestibles. Sauf que quand tu les as produits, voilà, donc des petites erreurs là-dessus, tu vois. Et donc tout ça, c'est des freins où tu dis. C'est des freins. En fait, j'ai pas le droit à l'erreur si je lance l'acquisition. Ouais, et tu sais, après, je pense qu'il y a un momentum. Et on en parlait un peu tout à l'heure. Il y a une restructuration un petit peu au sein de Sync, d'un point de vue capitalistique. Et je pense que tant que ta structure n'est pas clean, appuie pas sur le champignon. Je pense que si demain je referais la boîte différemment, cofondée ou seul ou peu importe, je ferais les choses différemment. J'accélérerais plus vite. Je pense que du moment où je sentirais que le produit marche et qu'il y a une demande, je me concentrerais moins sur la brand, j'irais plus vite en acquisition, tu vois. J'exécuterais beaucoup plus vite. Mais je pense qu'il y a un vrai momentum et il y a peut-être un peu de Si je peur. résume, c'est cette phrase de dire tant que je suis pas clean, nickel, 100% propre et j'ai 100% confiance, j'y vais pas. En tout cas, j'accélère pas, quoi. Parce que tu fais Ouais. quand même du chiffre. C'est peut-être une Heureusement. erreur. C'est peut-être une erreur. Non, mais ça, c'est un état d'esprit. Là, est-ce que tu penses que tu es à un stade de maturité, du coup, où tu vas pouvoir accélérer ou c'est pas, Ouais. c'est pas encore stratégique pour toi? Ouais, maintenant, oui, bien sûr. Là, on teste sur ce mois-ci pas mal du GC. On a trouvé l'angle du coup marketing du produit. On se concentre sur de l'acquisition vraiment là. Donc on va accélérer. On va essayer d'accélérer fort. Déjà pour avoir plus d'hypothèses que de questions et de se dire ok, est-ce que Sync est scalable sur Meta par exemple, tu vois? On le sait que sur l'influence marketing, oui, parce que tu as un ROAS autour de 4-5, donc c'est très propre. Maintenant, est-ce que sur Meta, on est capable de le faire? Parce qu'il y a l'ouverture du coup de l'Allemagne ensuite qu'on réfléchit. Tu vois, il y a Amazon. On est très très loin d'avoir atteint notre plafond de verre sur le marché français. Mais c'est maintenant, bien sûr. Donc là, ça va être une phase stratégique. C'est validé, ouais, c'est ça en gros. Parce qu'il y a différentes étapes dans un business. C'est validation du produit, validation du scaling. Et donc là, on pourrait dire que tu arrives dans une nouvelle phase un peu de sync. Est-ce que c'est un truc qui te fait peur? Tu te dis, est-ce qu'il y a des hypothèses que ça fonctionne pas aussi ou... Non, parce que si tu veux, en fait, sans augmenter notre budget marketing, ou peut-être l'augmenter peut-être de 5%, tu vois, on a plus 70% de croissance, qui est principalement liée à de l'organique ou de l'influence. Donc en fait, je sais qu'on n'a pas atteint le plafond de verre. Ce serait plus gênant d'avoir atteint un plafond de verre et de se dire, ok, maintenant il faut mettre des ads. Donc si tu plafonnes à, je sais pas, à 2 millions, tu te dis, ok, j'ai plus trop de croissance, maintenant il faut mettre des ads. C'est compliqué là. Ouais. C'est pas si ça marche. Ouais, c'est clair. Donc quand tu es encore sur une belle croissance à quasiment x2 et que tu sais que tu n'as pas du tout atteint ton plafond de verre ni organique, tu as un peu ce temps, tu vois, Ce de truc test où tu te dis... pour savoir, ok, ça marche, à combien on fixe, tu vois, notre MER, s'il est à 2, 2,5, jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on calcule notre LTV sur 6 ou 12 mois, ou est-ce qu'on veut être rentable sur la first order? On devrait pouvoir, on peut, tu vois, à l'heure actuelle, on est plus que rentable sur la first order, mais du coup, qu'est-ce qui se passe si demain Sync dépense 4, 5, 10 fois en fait ses coûts d'acquisition? Est-ce qu'on tient ces Bien sûr. ratios? Bien sûr. Donc il a fallu retravailler un peu les marges, notamment en logistique.
Faut travailler, faut aussi optimiser. accepter mentalement de dire tu vas moins gagner par client parce que tu as comme un coût d'acquisition qui va représenter une partie, Ouais. pas forcément aujourd'hui. Ça, mentalement aussi, il faut se dire du coup, je vais pas m'attendre à forcément les mêmes marges, peut-être plus de volume. Enfin, il y a switch mental quand même. Quoi qu'il en soit, de toute façon, tu feras plus de volume. Donc, Pour toi, c'est pas un frein, ouais, non. Non, parce qu'on a déjà des bonnes marges. On a des Ouais, bonnes marges. tu peux absorber en gros cette croissance sans trop de. Il y a eu un travail cet été de restructuration des marges sur l'offre, notamment du pack Discover, qui est le produit d'appel, sur la logistique, il fallait qu'on garde des points, sur les COGS, sur pas mal de choses, tu vois. Et au final, c'est un travail qu'on a fait pour avoir des bonnes marges contributives et se dire, ok, maintenant on peut tirer fort. Tu peux travailler. Donc, dès qu'on voit qu'on a des marqueurs qui nous disent, ok, on y va, on peut accélérer. Là, tu vas. Bah, trop hâte de voir en tout cas ce que ça va donner sur les next steps. On parlait juste avant de lancer le podcast là avec un précédent invité, mais bah, tu sais que l'état d'esprit, c'était quand même le point principal. C'est vrai que toi qui disais ça, j'étais au maquillage là, mais j'entendais, tu disais ouais, l'état d'esprit, c'est le point le plus important. Et moi, j'ai identifié différents traits de caractère que tu as. Le premier, je dirais, c'est t'as aucun problème, et ça, je suis même un peu choqué, enfin vachement même impressionné sur la capacité que tu as à donner tes chiffres, la transparence, tu sais. Parce que quand tu es entrepreneur, souvent, tu sais, tu as peur un peu de partager. Moi, je rencontre des gens qui se lancent pareil, qui ont peur de parler de leur projet, de se dire, bah, du coup, on va peut-être me voler l'idée, etc. Et même parler de ces chiffres, ça peut. Enfin, tu sais très bien qu'en e-commerce, il y a plein de gens qui donnent pas leurs chiffres, même certains qui abusent un peu leurs chiffres, c'est vachement opaque. Toi, tu as toujours été vachement transparent avec moi, parce qu'on se connaît, mais je sais que tu es aussi comme ça avec d'autres personnes. Pourquoi tu partages tes chiffres, pourquoi tu partages ta vision, pourquoi tu partages tout ton business presque de manière aussi transparente? Est-ce que ça te fait pas peur? C'est quoi, pourquoi tu choisis de faire ça? Bah écoute, il y a des trucs que je partagerai pas, c'est les copackers, il y a quand même des trucs qui sont. Heureusement, mais Après, derrière, non, je préfère être transparent parce que je vois pas ce que je gagnerais, tu vois, à ne pas l'être. Les gens sont transparents aussi en retour, tu vois, avec qui j'échange. donc c'est quoi? Tu pars du principe, par exemple, si tu as un réseau d'autres e-commerçants, par exemple, si tu donnes des chiffres, tu donnes tes chiffres, par exemple, ton retour d'expérience, Ouais. une sorte de principe de réciprocité où en gros tu vas toi aider quelqu'un et du coup en retour peut-être qu'il va te. Mais bien sûr, tu vois, C'est ça, en fait, c'est je discute pas mal en ce moment avec Florent de Fujis. C'est une marque qui font des petits sticks en fait pour atteindre ces ratios de fruits et de légumes au quotidien. C'était passé dans l'émission de Qui va être mon associé. Et typiquement, on échange, mais tu vois, sans filtre, en toute transparence sur les résultats. Ouais, ok, t'as fait combien ce mois-ci, t'as dépensé combien en ads, combien en influence, combien, tu vois. Et ça challenge. Ça met dans le truc, ça met dans le dur parce qu'en fait, tu vois, je dirais qu'en fait, t'apprends. Ça te permet aussi de donné. te comparer parce que Tu te compares. Tu dois avoir des surprises des fois de dire Ouais, bien sûr. ah bah là-dessus je pensais que j'étais bon par exemple, en fait tu te rends compte que t'es pas bon. Ouais, bien sûr. Ou aussi inversement, peut-être d'avoir Ouais. un feedback, ça. Ouais. Donc je le fais avec 4, 5, 6 personnes. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, toi tu as un réseau en fait d'e-commerçants, c'est assez marrant parce que qui est pas forcément quantitatif mais plutôt sur la qualité, ce que tu expliquais. Ouais. Et du coup, toi, tu préfères, on va dire, avoir peut-être 4, 5 personnes autour de toi mais qui sont vraiment compétentes et sur qui tu peux tirer de la valeur plutôt que d'être entouré de 100 personnes. Ça, c'est pareil, c'est avec le temps que cet état d'esprit, tu l'as eu ou c'est. Ouais, c'est avec le temps. En fait, Parce qu'on voit un peu de tout, n'importe quoi aussi sur Internet, création de boîte, même e-commerce. Il y a des gens qui font des formations e-commerce qui sont pas légitimes. Inversement, il y a des e-commerçants qui tournent super bien qu'on connaît pas. Ouais. C'est difficile d'avoir de l'information et de dur. se former. Ouais, c'est dur. Comment tu fais, toi? Le hasard, des fois, qui fait les rencontres. Tu vois, j'ai un ami à moi maintenant que j'ai rencontré du coup sur Paris à l'époque et qui fait avec sa copine. Ils ont une team un peu de freelance et ils ont un ou deux CDI. Et ils font 4-5 millions sur Amazon. 4-5 millions. Ouais, c'est ouf. Il a craqué Amazon, le mec tout seul. Et c'est. Et en fait, j'aime bien, tu vois, parce que tu crées du coup vraiment un échange fort par la transparence que tu as. Et évidemment, je pense que des fois, la transparence peut te desservir, tu vois. Mais je me suis jamais vraiment posé la question. Elle peut t'apporter aussi, au final. Je pense qu'elle m'apporte plus qu'elle me dessert, je pense. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais Ouais, non, mais c'est intéressant parce que tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Un autre point aussi, du coup, la résilience, comme je disais un peu au début du podcast, mais tu as connu beaucoup d'échecs ou des moments difficiles. On peut pas parler d'échecs parce que du coup ça t'a fait grandir, mais on va dire des moments difficiles. C'est quoi pour toi le moment le plus dur que tu as rencontré là depuis que tu as lancé Sync? Le moment le plus compliqué? première expérience, je dirais que c'est la première fois que je me suis fait avoir. On devait monter avant Sync, c'était une marque qui s'appelait Biologique. Biologique? Ouais, C'était la même chose en produit, fait. ouais. C'était Sync au départ. Et en fait, le nom c'était Biologique et du coup, je m'étais entre guillemets associé avec un mec qui voulait mettre un peu d'argent et qui croyait en le projet.
Et il me l'a piqué, en fait, ce projet. Il a monté sa marque en parallèle, qui est devenu, du coup, dont on est devenu concurrent Non, c'est pas vrai. 2 ans après. Ah ouais. Parce que du coup, tu Vous repars étiez de associés, rien. vous avez créé une boîte ensemble et c'est passé comment? Ouais, en fait, il devait s'occuper de créer la boîte, de s'occuper de toute la partie, du coup, admin, toute la partie, tu vois, finance et autres. Et j'ai fait confiance longtemps, tu vois, on a trouvé les ambassadeurs, on avait Vous avez fait fait un travail les ensemble, produits, vous avez quand même avancé et tout. bien sûr, bien sûr. Et à un moment donné, il m'a mis une paille. Donc, première paille que tu te prends, tu te dis, ok, d'accord, c'est ça le business, en fait. Ouais, ça fait bizarre. Mais en fait, tu vois, je me suis dit, ok, très bien, il va m'aider, en fait. Il va m'aider dans ce que je vais faire par la suite. Ah, t'as cet état d'esprit quand même. C'est Quand une t'es première face à une expérience. difficulté tu te dis, genre, j'avance quand même. Bah, bon, ouais, Ça, c'est la résilience, c'est ça ce que je disais tout à l'heure. C'est cet état d'esprit de dire, même quand il y a quelqu'un qui va me la faire à l'envers, je vais voir ça comme une force, quoi. C'est ça, en fait. ouais, puis tu sais, à l'époque, je pense que j'avais rien à perdre. Parce que j'avais déjà pas mal de dettes. J'étais fiché bancaire, tu vois. C'était compliqué. Et au moment où il me pose une paille, tu repars de zéro. Donc, t'as plus de labo, t'as plus d'athlète, t'as plus de produits. La marque que tu voulais déposer, bah, elle est déjà Et déposée. là, tu dis quoi? Tu dis non, ça va pas se passer comme ça. Du coup, je repars sur le projet. J'ai appelé un conseil qui m'a dit de toute façon, on pourra rien faire. J'ai dit ok, pas grave. Ouh, ça fait mal. Ça marche comme ça ici. On va faire avec, du coup. Donc on va faire avec et puis on a créé une marque. Donc, par contre, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que le retour du bâton, c'est que 2 ans après, notre marque a mangé la sienne. C'est-à-dire qu'on ne visait pas le milieu du CrossFit, on a commencé à rentrer dans les box de CrossFit parce que notre produit était fait avec amour, entre guillemets, tu vois, et passion, et qui correspondait du coup aux attentes clients, et que on s'est d'abord concentré sur le client plutôt que sur le marketing. Et donc, en fait, on a grappillé sa marque. Et maintenant, je pense qu'on fait peut-être 4-5 fois ce que lui faisait. 4-5 fois. Ouais, bien sûr. Mais C'est comme quoi, tu vois, la vie, des fois, c'est. première expérience, celle-là. Après, oui, mauvaise association dans la boîte, puisqu'une personne est rentrée après derrière dans la structure. Et au départ, tu te dis, j'avais tendance à me dire, ok, je donne des parts parce que du coup, cerveau collectif, tu vois. Et au final, ça va aider à scaler, c'est toujours génial en fait. En fait, non. Tu te rends compte que tu peux cofonder des boîtes, tu peux être 2, 3, 4, peu importe. Faut qu'il y ait une bonne raison. Et je pense que à l'époque, j'ai voulu trop donner, tu vois, mais c'était un manque de confiance en moi. Alors, je pense que ça a servi, ça a été intéressant parce que j'ai beaucoup appris d'eux, mais faut faire attention avec C'est ça. quoi, tu te disais, en fait, un peu inconsciemment, tu penses, je peux pas le faire tout seul et du coup, j'ai besoin de personnes qui Bien vont sûr. me- C'est ça? Bien sûr, ouais, bien sûr. Il n'y a pas de raison, en fait, il n'y a pas de raison factuelle. Manque de confiance, parce que du coup, syndrome de l'imposteur. T'es pas dans le business, t'as jamais généré de l'argent, tu découvres les trucs, tu fais plein de conneries, mais du coup, ça passe. Et tu te dis, ouais, à ce C'est moment-là, en gros, si je suis l'apprentissage. avec d'autres personnes, Peut-être que j'évite des erreurs ou peut-être Ouais, qu'ils vont ouais. m'aider à. Et au final, tu te rends compte que tu te mets plus en difficulté des fois à t'associer Ouais. avec quelqu'un que, en fait, si tu l'avais fait tout seul. ouais, je pense que oui. Je pense qu'il y a, de toute façon, je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Il y a des associations qui sont faites pour évoluer, pour s'apporter mutuellement, pour comprendre l'un de l'autre. Mais je pense, tu vois, qu'au final, en vraie finalité, à la fin, il reste que toi. Ouais. Finalement, Bah, t'es c'est ça, tout parce seul. que du coup, tu as reproduit ce schéma 2-3 fois, là, t'es associé avec entre guillemets, les mauvaises personnes. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un là, qui a un projet et qui hésite à s'associer? C'est quoi le truc? Il faut s'associer, il faut pas s'associer, ou il y a des choses à vérifier avant? C'est quoi pour toi le truc? Parce qu'on entend tout pareil, il y a des gens qui sont associés, ça marche très bien, des gens qui sont tout seuls, ça marche très bien. Ouais. C'est quoi pour toi, je dirais avec le recul, ouais, le questionnement à se poser pour savoir si je dois m'associer à qui, quoi. Je pense qu'il y a des duos et des trios qui marchent très très bien. Ah, mais il marche sur quoi? Parce que tu vois, tu peux t'entendre bien avec la personne et finalement professionnellement ça marche pas. Je pense qu'il y a une question d'ego, tu vois. C'est comment les deux individus arrivent à gérer leur ego, arrivent à gérer, tu vois, ce qui leur fait du bien, qu'est-ce qui ce que l'entrepreneuriat leur procure en fait comme émotion, tu vois. Deux personnes qui sont quasiment identiques, qui ont la même soif de vaincre, la même soif de pouvoir ou de diriger ou autre, ça ne fonctionne pas, tu vois. Ouais, moi je fais le même constat, ouais. Voilà, il faut avoir deux personnes qui soient presque quasiment les opposés et complémentaires. Je pense qu'il y a ça. Après, je pense qu'il y a le gut feeling. Tu le sens, tu vois. Avec l'expérience, tu le sens si ça peut marcher ou pas. Et ce que je dirais le plus important, c'est qu'il y a un contrat, comme dans un mariage. Nous, on l'a pas fait. Et au final, c'est compliqué. Alors, l'issue est favorable, mais Parce que ça se passe bien pour toi, entre guillemets, mais ça aurait pu Ouais, très mal ça se aurait pu passer. très au mal final. se passer, bien sûr. C'est comme dans un contrat de mariage. Tout doit être écrit. T'as un début et t'as une fin, tu vois. Alors, il y a des fois où il n'y a pas de fin. Mais dans la majorité des cas, Mais c'est pas faut facile le quand tu lances prévoir. un projet, t'as même pas une boîte, t'as même pas avancé. Déjà, t'es en train de te poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer quand on arrête? Qu'est-ce qui va se passer quand on revend? C'est Ouais. un peu bizarre, Je pense tu que vois. ça doit jamais être un frein, tu vois.
Ça doit jamais être un frein au business de se dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. À un moment donné, fais, test. Tu vois. Pour moi, de faire un petit retour, pareil, là, j'ai signé un pacte d'associés avec un nouvel associé sur une nouvelle structure. Et en fait, pour moi-même, ça a été un super bon exercice parce que du coup, vu que c'est des sujets qui sont un peu tabous, enfin, c'est pas tabou, mais en fait, tu vas parler avec un associé, du coup, de se dire qui c'est qui va avoir la priorité sur ce point-là ou comment on prend les décisions. Moi, je trouve que c'est même un peu un crash test, tu vois. Parce que du coup, déjà, si ça clash au pacte d'associés, déjà, tu vois, tu te dis, ça part mal, quoi. Donc, ok, pacte d'associés. Écouter le feeling aussi, parce que de ce que je ressens, quand même, c'est beaucoup de feeling de se dire est-ce que je me vois avec cette personne sur le long terme, etc. Ouais. Tu fais le parallèle avec le couple, comme quand tu te maries, en fait. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que quand tu te maries, quand tu achètes une maison en commun ou autre, il faut toujours prendre en conscience, prendre du coup acte qu'il peut y avoir une fin, tu vois, et que c'est ok, c'est pas grave. Il faut accepter, il faut que les deux l'acceptent. Bien sûr. Mais je pense que la priorité, c'est de se connaître. Je pense que c'est une force que l'entrepreneuriat apporte, c'est que tu apprends à te connaître. Tu apprends à savoir comment tu fonctionnes, comment tu réagis, ce que tu aimes vraiment, ce que tu veux, tu vois, et les limites que tu as, en fait, tu vois. Et je pense que pour pouvoir, du coup, collaborer ensuite, il n'y a rien de mieux que ça. Ouais, c'est clair. Ta vision de Sync, là, dans les prochaines années, pour toi, c'est quoi ? Grosse accélération. Grosse accélération. On a tous les feux qui sont ouverts pour en faire une belle marque, une belle et grosse marque. Donc l'idée, ça va être de conquérir l'Europe assez rapidement. T'as un objectif de revente, du coup ? À terme, oui, je pense. À terme, ce qui est intéressant dans la revente, c'est si l'acquéreur suit ta mission, en fait. Mais je pense que tu vois, jamais au détriment de la mission. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, ça viendra quand ça viendra. C'est peut-être, tu vois, l'objectif de tout entrepreneur ou de marque, c'est peut-être la suite, tu vois. Est-ce que je me verrais, du coup, tu vois, l'idée Sync sur une boîte qui fait 20-30 millions, peut-être pas, tu vois. Donc, tu vas avoir un choix de l'acquéreur potentiel. Bien sûr. C'est pas juste le chèque que tu vas avoir qui va non, parce que c'est plus profond que ça. Quand tu te bats pour ta marque et que tu vas faire quelque chose de beau, tu tiens aussi à le laisser entre de bonnes mains. Ouais, je suis d'accord. Là, c'est trop prématuré, mais à terme, il y a des... Ouais, c'est ouvert, quoi. Dernière question, on va finir ça, mais quelqu'un qui se lance en e-com, qui a un potentiel, comme toi, tu as pu avoir il y a quelques années, de dire bah moi, je ressens ce besoin, j'aimerais bien avoir ce produit, etc. Qu'est-ce que tu lui conseillerais comme étape, du coup ? Lance vite. Pas de syndrome du garage. Il n'y a personne qui va te piquer l'idée. Et si on te la pique, tu refais la même. Bah c'est marrant l'histoire avec même ton associé qui te pique l'idée. Non seulement tu la refais, et en plus tu le manges. Ouais, bien sûr. Mais non, pour moi, c'est aller vite. Tu vois, tu sens un truc. Si tu le sens, tu y vas. Tu testes vite ton produit. Tu vois si ça match. Tu vois comment il faut pivoter. Plus tu iras vite là-dessus, plus tu gagneras vachement de temps. Nous, on aurait pu aller plus vite. Tu as aussi des contraintes d'innovation, tu vois, dans les produits. On est accompagné par BPI parce qu'on a quand même une vraie réflexion de création de produits derrière, de R&D. On met en général 2 à 3 ans, tu vois, pour créer notre produit. Donc là, tu vois les bars, on est en train de les refaire. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec différents copackers allemands pour essayer de vraiment avoir le truc qui va bien. Mais non, je dirais qu'il faut aller vite. Il faut exécuter vite, être passionné, y croire. Tu t'as ajusté après, mais en tout cas, il faut passer à l'action tout de suite. Ouais. Ok, on peut te suivre sur les réseaux pour les personnes qui veulent peut-être. Bah écoute, ouais. Je sais que t'as pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. Tu t'en targuais tout à l'heure. Mais... Kevin Aourag sur Instagram. Sur LinkedIn peut-être ou sur... Et puis sur LinkedIn, pareil, Kevin Aourag. Sinon après, il y a le compte Sync Protein sur Insta ou syncprotein.com. Les évolutions de la marque du coup. Au cas où il y aurait un nouveau packaging du coup qui sortirait dans les prochains mois. Merci Kev en tout cas. Merci à toi.